Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Les temples connaissent ainsi un développement sans précédent et jouent un rôle réel politique au niveau local. Le commerce fluvial se poursuit, il s'accentue même et prend des proportions extraordinaires. Maintenant que la monarchie pharaonique n'est plus, ce sont les villes qui en profitent. Le terme qui désigne une zone portuaire, demi, devient d'ailleurs le synonyme de la ville ou du village, preuve que les activités nilotiques participent en grande partie du développement et de l'enrichissement des cités. Les autorités tirent parti de la disparition de la royauté et mettent en place une société urbaine très hiérarchisée composée de grands et de petits. Dans le groupe des grands, on trouve évidemment principalement les membres des élites locales et les riches paysans. Pour asseoir leur autorité et justifier leur prise de pouvoir, ils affirment descendre d'ancêtres prestigieux et font inscrire aux quatre coins de la ville et jusque dans leur tombe qu'ils appartiennent à une ancienne lignée remontant au temps des dieux. La maison des élites regroupe les parents, les grands-parents, les fratries et les cousinages. Les inscriptions et les bas-reliefs qui ornent les monuments qu'ils font ériger célèbrent et mettent en scène l'histoire de ces familles élargies. L'ensemble des branches qui constituent l'arbre généalogique des familles dominantes s'organise autour de la maison du père et façonne un héritage économique et identitaire qui devra ensuite être transmis aux générations futures. Cette pratique apparaît dès le XXIIIe siècle en Haute-Égypte. Par exemple, dans la ville d'El Kab, les inscriptions funéraires retracent l'histoire de toute une famille de prêtres remontant à la 6e génération en mentionnant les noms et les titres de chacun des membres de la famille. La référence à une famille étendue devient l'usage dans les textes funéraires du XXIIe siècle. L'auteur y affirme qu'il prend soin de chacun de ses frères, sœurs, parents ou ancêtres et qu'il veille à ce qu'il ne manque de rien. Les élites se font inhumer dans des tombes de grande dimension, richement décorées et couvertes d'inscriptions. Elles pratiquent aussi le culte des ancêtres reconnus comme prestigieux, en témoigne l'impressionnant sanctuaire de la tombe du chef des caravanes, Écaïbe, dont nous avons raconté les aventures dans l'épisode précédent. Les fouilles ont révélé les restes d'un véritable palais et d'une gigantesque boulangerie contenant encore des milliers de moules destinés à la fabrication du pain. Cette découverte prouve le maintien d'une administration solide, capable justement de centraliser les ressources et de nourrir des centaines d'individus. Les villes connaissent un accroissement considérable. Citons en exemple la ville d'Edfou, dont la surface est quasiment doublée, tandis qu'Asyut et Kom El-In conservent leur rang de centres commerciaux prospères. À Éléphantine, les élites locales poursuivent en réalité leurs activités commerciales avec la Nubie et le Levant et aménagent leurs tombes dans le roc de Koublet El Awa. Les nombreuses offrandes contenues dans des vases portant les noms des donateurs attestent des liens qui unissent les grandes familles entre elles. Chacune cherche par tous les moyens à se rattacher à la grande figure locale, le chef des caravanes Écaïbes, comme le montre la chapelle monumentale érigée en son honneur. Les membres les plus éminents de la communauté locale viennent offrir des mets de qualité et des biens prestigieux, et ça durant plusieurs siècles. Sur les vases, les stèles, les statues et les tables d'offrande, ils se présentent comme les descendants, réels ou fictifs, de cette illustre figure. Cette filiation, réelle ou supposée, permet de légitimer leur position au sein de la ville. On observe le même phénomène à Edfou, Berchet, Beni Hassan et dans l'oasis de Dakhla. Si les familles d'élite locale occupent le sommet de la hiérarchie provinciale, le reste de la société est composé de familles de rang inférieur qui cherchent à imiter carrément le style et les pratiques des élites avec des moyens évidemment plus modestes. Ces individus se font enterrer dans des petits mastabas de qualité médiocre. Ces tombeaux ne sont pas conçus pour une seule personne, mais pour tout un groupe familial. Ils matérialisent le désir de la classe moyenne de se rattacher à l'élite et d'inhumer les membres d'une même famille dans un seul et même lieu. Détail important, toutes les tombes, grandes ou petites, sont inscrites. C'est la première fois que l'écriture intervient dans un contexte funéraire privé. Elle est notamment utilisée pour composer des documents singuliers, appelés les lettres aux morts, dans lesquels les vivants demandent l'aide et la protection de leurs ancêtres.
Il les supplie d'intervenir pour régler différents problèmes de la vie quotidienne, comme par exemple réconcilier deux branches de la famille qui se disputent l'héritage, apaiser des conflits entre époux ou favoriser le remboursement de dettes. Même mort, un individu continue quand même d'appartenir à la famille. Le domaine funéraire joue un rôle non négligeable dans l'intégration sociale des individus. Riches et pauvres s'approprient une partie des rites et des objets funéraires qui étaient autrefois réservés à la famille royale et aux grands potentats provinciaux. Les ateliers artisanaux produisent un nombre considérable de statuettes, d'amulettes et de stèles qui vont ensuite prendre place dans les mastabas. Des milliers d'objets de ce type ont été mis au jour dans les cimetières de Haute et de Moyenne Égypte. On a longtemps voulu voir dans ces innombrables figurines de facture grossière le signe d'un royaume en pleine décadence. En réalité, il témoigne plutôt d'un changement de goût de la population qui dispose à présent des moyens nécessaires pour se procurer un mobilier funéraire varié, même si la qualité de la réalisation n'égale pas évidemment celle des productions de l'Ancien Empire. En revanche, il ne prouve nullement une démocratisation de la vie après la mort. Tout individu espère vivre une vie éternelle, pleine de délices, mais la momification est encore trop chère et n'est donc pas accessible aux membres des classes modestes. Les stèles, les statues et les maquettes sont chargées d'assurer l'approvisionnement des défunts et se répandent dans les tombes. Elle s'accompagne d'une multiplication exponentielle de cercueils en bois décorés et inscrits moins coûteux à réaliser que les sarcophages en pierre. Les textes des pyramides sont raccourcis pour pouvoir tenir sur les parois internes et externes du cercueil, donnant alors naissance à un nouvel ensemble de formules funéraires qu'on appelle les textes des sarcophages. Ils mentionnent la famille, les amis, les clients, les travailleurs et les employés, offrant ainsi un reflet réaliste de la société dans laquelle a vécu le défunt. Cet usage est observé dans les régions les plus marquées par l'essor de l'urbanisme et le renforcement du pouvoir des élites locales, comme à Berchay, en Moyenne-Égypte, ou à Mendes, dans le delta du Nil. On assiste à l'installation d'une culture funéraire commune à l'ensemble des grandes familles égyptiennes de la fin du IIIe millénaire, centrée autour de la figure d'Osiris, le dieu tutélaire de la ville d'Abydos. Resté jusque-là une divinité mineure, le rôle qu'il joue dans les textes des sarcophages le met sur le devant de la scène politique et religieuse. Il est intronisé, dieu des morts, et préside à la renaissance des défunts et régnant sur le royaume de l'au-delà.